Je vais maintenant appeler Jean-Marie Tarascon du Collège de France pour qu'il nous présente les batteries de demain. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi d'actualité que celui des batteries. On a déjà entendu parler, c'est le cœur battant de la mobilité, autant au niveau des véhicules électriques que de l'aviation. Et je pense que si Ampère a fait ses expériences, c'est grâce également au domaine de la batterie. D'où pourquoi ce domaine est très important. Vous savez que les batteries, ça fait la une des journaux, des médias, et on voit toujours des articles sur les batteries, soit de bonnes nouvelles, soit de mauvaises nouvelles, et ainsi de suite. D'où les batteries, il semblerait que finalement c'est une histoire des 10 ou 20 dernières années, mais il a déjà été rappelé que finalement le véhicule électrique, ça a été très bien rappelé, il y a quand même la petite histoire qui manquait, c'est que le nom de la femme mécontente vient tout simplement du tempérament de la femme de Genazi. Ensuite, il y a également le portable. Tous les jeunes croient que les portables, c'est la grande révolution. Et on s'aperçoit qu'en 1920, eh bien, il y avait les premières directement conversations téléphoniques. Vous voyez ici ce monsieur qui téléphone à son épouse ou à sa maîtresse, je ne sais pas, qui seront là dans 15 minutes. Et notez d'ailleurs la taille de la batterie et la taille des antennes. D'où vous êtes persuadé qu'on a fait des progrès. D'où aujourd'hui, eh bien, pourquoi d'abord l'électricité, d'où ça vient? Bien, là aussi, il faut revenir aux batteries, il faut revenir à ces expériences qui sont très intéressantes. C'est l'expérience de Luigi Galvani qui, directement, par accident, lorsqu'il préparait un bouillon de soupe pour son épouse, a mis directement 2 électrodes de fer et de cuivre sur le muscle d'une grenouille. Et le muscle s'est contracté, d'où il a dit, eh bien, le muscle produit l'électricité. Et lorsqu'on fait de la recherche, il y a toujours des collègues qui vont essayer de vous prouver que vous n'avez pas raison. Et ce collègue a été Volta, qui a exactement fait la même expérience, mais qui, lui, directement, a réalisé que c'est certainement le liquide musculaire qui était directement important. Et pour démontrer cela, eh bien, il a directement construit la fameuse pile Volta, qui est un empilement de rondelles métalliques de zinc et de cuivre, séparées par une solution saline. Et ça a été le début de l'électricité, et ça a été le défi scientifique de tous les physiciens et les chimistes par la suite. Et là, on va retrouver directement des grands noms. Le grand nom pour nous, pour l'électrochimie, c'est directement de Faraday, qui a directement utilisé la pile Volta pour donner les bases fondamentales de l'électrolyse. Et là aussi, eh bien, Faraday et Ampère, je crois qu'ils étaient copains d'ailleurs, mais ils ont fait des manips de façon identique. Et cette première manip, provient de Faraday, où il a directement observé l'électromagnétisme. Mais Faraday n'était pas un théoricien, d'où par conséquent, c'est Ampère qui a posé réellement les lois fondamentales de l'électromagnétisme et de l'électrodynamique. Mais finalement, Ampère est certainement connu le plus par, tout simplement, l'invention du terme courant électrique. D'où voilà, si vous voulez, un peu l'histoire rapidement tracée de l'électricité. Alors ensuite, et bien sûr, il y a eu des progrès énormes pour transformer cette énergie électrique ou cette énergie chimique en énergie électrique, avec bien sûr la pile Volta, et ensuite, comme il a été mentionné par Gaston Planté en 1859, des batteries au plomb. Et là, on passe d'une pile à une batterie. Une pile n'est pas rechargeable, une batterie est rechargeable. Et ensuite, eh bien, il y a eu toute la panoplie de technologies, comme le pouvoir ici, technologie au plomb, nickel-cadmium, nickel-métal hydrure, nickel-zinc et lithium-ion. Et le lithium-ion a été tout simplement la plus grande révolution électrochimique de ce dernier siècle, qui a valu à ces 3 pionniers, que sont John Godinoff, Stan Whittingham et Akira Yoshino, le prix Nobel en 2019. D'où, maintenant, si on regarde quel est finalement le principe de fonctionnement de cet accumulateur, comme tout accumulateur électrochimique, il contient 2 électrodes, comme vous pouvez voir ici, qui sont une électrode positive et une électrode négative. Ce sont ce qu'on appelle des matériaux d'insertion, des éponges vis-à-vis du lithium. Et dans ce cas, on a ces fameuses courbes électrochimiques dans lesquelles on trace le potentiel en fonction de la capacité, ou, dans ce cas, ce qui est très important, c'est la surface en dessous de cette courbe qui va vous donner la densité d'énergie, c'est-à-dire le temps de parole que vous avez dans vos téléphones, et ainsi de suite. Avec ce paramètre très important, qui est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que dans ce cas, il faut que la courbe de charge et de décharge se superimpose pour avoir directement une efficacité énergétique de 100%. Et c'est vraiment la force des accumulateurs.
Alors comment bien, on contrôle cela? Mais au niveau du laboratoire, vous voyez que la formule est relativement simple. Hein. Je n'ai pas de logarithme. Hein. C'est juste un produit dans lequel la densité d'énergie est un potentiel par une capacité en ampères. Et en tant que chimiste, eh bien, on va tout simplement jouer sur le potentiel en jouant sur les surfaces fermées des matériaux ou alors sur la capacité en jouant sur directement les lacunes dans ces matériaux. Mais en dehors de cet aspect, je dirais, purement scientifique, ce qui a fait, je dirais, la révolution du véhicule électrique, eh bien, c'est tout simplement ce visionnaire. Et c'est grâce à Elon Musk, aujourd'hui, qu'on a cette révolution au niveau du véhicule électrique. Car en 2015, eh bien, il a tout simplement, dans ce cas, mentionné que théoriquement, il devait être capable de produire des accumulateurs à des coûts relativement faibles, de 100 $ par kilowattheure, et d'avoir de l'énergie là où elle est nécessaire et à volonté. Et c'est ça, je dirais, qui a été un tsunami dans le monde des batteries et également même dans le monde de la gestion de l'énergie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors effectivement, cela a engendré le boom que l'on connaît aujourd'hui au niveau des véhicules électriques, où vous avez plus de 450 modèles qui existent. Si on regarde directement les prévisions de vente, eh bien, elles seront de 50% véhicules hybrides ou complètement électriques dans les années 2030 et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en deçà du véhicule électrique, il y a également d'autres demandes des batteries que sont, dans ce cas, bien, tout sont les énergies renouvelables. Et là, il faudra des quantités, je dis, aussi importantes. Et enfin, quelque chose qui devient de plus en plus important, qui va être très demandeur en batterie, eh bien, ce sont les drones. Et vous voyez ici que le marché des drones eh bien, sera un marché de 2,41 milliards pour les batteries d'ici 2030. D'où il faut une expansion spectaculaire de la production annuelle des batteries. Et la question, c'est comment on va faire face à une demande aussi importante. Pour répondre à cela, vous le voyez aussi dans tous les journaux, où on va construire des gigafactories. Et les gigafactories poussent, ou les projets du moins, poussent en Europe comme des champignons. Vous voyez plusieurs directement zones où ça s'est développé. Et en France, il y a actuellement 6 projets de création de gigafactories. Certaines sont d'ailleurs en production, notamment ACC. Vercor est toujours en train de se développer, et ainsi de suite. D'où tout cela, eh bien, tout simplement parce que l'Europe veut directement être partie prenante de cette course aux véhicules électriques et de cet approvisionnement en batterie. Aujourd'hui, on est à 1% et nous espérons être à 19% en 2029. Mais vous allez voir qu'il y a un problème majeur pour cela, car on veut faire cela pour la souveraineté européenne, mais malheureusement aujourd'hui, bien, si vous regardez ces chiffres, on n'a pas du tout la chaîne de valeur et on va importer 98% des matériaux pour faire les batteries et on va importer également 80% des machines d'assemblage. Donc la question est comment faire et comment se différencier de la compétition. Et pour cela, eh bien, c'est un peu ce que je vais vous donner très rapidement. Quelle va être la science et l'innovation pour les meilleures batteries de demain? Science et innovation pour d'abord améliorer l'autonomie des batteries, le temps de recharge, l'éco-compatibilité, la fiabilité et finalement comment traiter du problème du recyclage. Bien sûr, je vous donnerai directement des résultats relativement courts sur chacun de ces secteurs. Au niveau directement de l'autonomie et la recharge, eh bien, il faut que vous réalisiez que le matériau d'électrode que vous utilisez tous dans vos téléphones portables est celui qui est indiqué sur ce tableau. C'est-à-dire, c'est un oxyde de cobalt, lithium, CO2. La structure, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cristallographes ici, je vous l'ai très simple. Okay, c'est un millefeuille dans lequel vous avez les éléments métalliques et le lithium en jaune qui va directement aller s'intercaler. Ce que font les chimistes, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, il y a du cobalt, d'où on va tout simplement remplacer par des matériaux différents. Et on va faire la substitution et on va créer ces produits qu'on appelle lithium, nickel, manganèse, cobalt, on va appeler NMC. Okay, et c'est ces produits eh bien, qu'on essaie aujourd'hui de développer. Tout d'abord, on veut se défaire du cobalt pour des problèmes géopolitiques et éthiques. Et on va développer, comme c'est marqué sur ce diagramme ici, différentes substitutions de façon à améliorer la sécurité et la densité d'énergie. Et aujourd'hui, dans le véhicule électrique, voilà la composition qui est étudiée. C'est la composition 8-1-1
qui est 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a moins de cobalt, bien sûr, on a une capacité aux alentours de 200 mAh par gramme. Tout ça, c'est vraiment le matériau phare. Et il y a un autre matériau qui arrive en puissance, qui est cette fameuse phase pour des problèmes d'écocompatibilité, qui est ce fameux lithium-phosphate. Et là, c'est un minéral, c'est un matériau qui est respectueux de l'environnement, dont les ressources sont illimitées, et qui va vous donner des performances analogues ou un peu plus faibles que les matériaux NMC. Cependant, des avantages énormes en termes de coûts, de production, et ainsi de suite. D'où ça, c'est le matériau qui arrive. Et une fois de plus, eh bien, voilà les projections dans le cas du véhicule électrique jusqu'en 2035. Vous voyez qu'en 2035, eh bien, cette phase qui est illimitée, qui est relativement bon marché à produire, va atteindre 62% de la part du marché. Et la difficulté, c'est que ce marché est aujourd'hui contrôlé, cadenassé à 99% par la Chine. D'où voilà notre problème que l'on a directement au niveau des batteries. Au niveau des performances, eh bien, ça a été mentionné dans l'exposé auparavant, dans le cas de la densité volumétrique, je crois que ça a été mentionné dans le cas de l'aviation, où on est aux alentours de 800 Wh par litre. En termes de densité massique, on est aux alentours de 280-300, et bien sûr, ce n'est jamais assez. Donc comment aller au-delà? Aller au-delà, une des solutions qui est préconisée, dans laquelle, je dirais, tous les laboratoires au monde travaillent, c'est la batterie tout solide. C'est quoi cette batterie tout solide? Comme le pouvoir ici, vous avez d'un côté la batterie liquide et ici la batterie tout solide. La différence, c'est l'électrolyte. Dans ce cas, on a un liquide, dans ce cas, on a un solide. Et puisque j'ai un solide, je peux théoriquement utiliser du lithium métallique, je n'aurai pas des problèmes de dendrite, théoriquement. Si effectivement cela est vrai, on va avoir des systèmes avec une meilleure sécurité, comme indiqué ici, mais également des systèmes avec de plus hautes densités d'énergie. Vous voyez ici, on est en train de parler de 40% à 70%. Donc c'est relativement conséquent. Mais la question est qu'il faut utiliser directement le lithium métallique comme électronégatif, et ça, bien, ce n'est pas gagné. Pourquoi il y a eu cette révolution? Bien, cette révolution, elle provient également des recherches fondamentales au niveau des matériaux, au nombre des années. Et vous voyez ici qu'en 2011, il y a eu une grande découverte par un groupe japonais qui a trouvé un matériau, un lithium germanium phosphosulfate, avec une conductivité égale à celle d'un liquide. C'est-à-dire que vous avez un matériau inorganique dans lequel les ions se déplacent aussi vite que dans un liquide. Et ça, eh bien, ça a ouvert des perspectives énormes. Et d'autres matériaux ont été développés, mais la difficulté qu'il y a, ce sont les interfaces. Et pour tous les électrochimistes, que ce soit dans le domaine de la catalyse, et ainsi de suite, l'interface, c'est le cauchemar. Et comment directement remédier à cela? Alors, dans ce cas, il faut tout simplement, pour cycler ces accumulateurs et pour avoir une bonne interface, il faut des pressions relativement gigantesques. Et malgré cette barrière physique, bien, il y a toujours la formation de dendrites. D'où, par conséquent, on est obligé de développer toute une ingénierie de surface pour avoir des mouillabilités supérieures au niveau du lithium, au niveau dans ce cas, des conducteurs électroniques, comme vous voyez ici indiqué. D'où, voilà, c'est un peu directement cette technologie tout solide, dans laquelle il n'y a pas un laboratoire au monde, il n'y a pas une industrie au monde, il n'y a pas un gouvernement qui ne développe pas, qui ne finance pas cette recherche tout solide. Et là, eh bien, on a connu directement les époques d'euphorie, comme chaque fois les époques d'engouement d'une technologie émergente, où au départ, tout le monde directement s'excitait sur cette technologie, et bien sûr, tous les fabricants de batteries voyaient cela directement intégré dans leur système. Toyota a été le premier qui, en 2015, disait déjà, en 2020, on aura des batteries tout solides dans nos prochains véhicules électriques. Mais aujourd'hui, on est dans une période, je dirais, de phase de maturation, qui est, je dirais, très longue, car il y a des problèmes relativement importants qu'on a du mal à maîtriser au niveau de la recherche fondamentale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces dans les journaux, mais chaque fois, eh bien, la date de commercialisation est repoussée. Et maintenant, nous sommes en train de parler de 2028, ici Toyota, ou 2030, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est cette fameuse batterie de demain,
qui sera la batterie tout solide, mais qui prendra encore 10 ou 15 ans de recherche. Alors ensuite, l'intérêt d'une telle batterie serait des charges rapides. Alors qu'en est-il au niveau de la charge et que se passe-t-il? Eh bien, vous avez ici un exemple, le cas de la Zoé, dans lequel vous avez un véhicule qui est de 52 kWh de batterie, 400 volts de sortie de potentiel pour une autonomie de 350 km. Et vous voyez sur ces courbes ici la puissance en pointillé et le temps de recharge. Eh bien, si je veux recharger 80% directement de la batterie, il me faut 45 à 50 minutes. Et ça, eh bien, c'est des limitations. Et lorsque vous voyez écrit dans des journaux, eh bien, on pourra recharger en 5 ou 10 minutes, c'est totalement faux. Okay? Car, dans ce cas, il va y avoir des effets Joule conséquents et c'est impossible. Et même des calculs physiques ont montré qu'intrinsèquement, cela n'est pas possible. D'où il faudra faire des charges partielles de 50 à 70%. Et alors aujourd'hui, ce qui se développe, eh bien, c'est des systèmes différents dans lesquels, si je vais mettre, voilà, dans lequel, tout simplement, on va avoir ce qu'on appelle battery swap, comme dans le cas des courses de Formule 1, où plutôt que de changer les pneus, vous allez changer directement la batterie. Et ça, eh bien, c'est directement en place en Chine pour voitures électriques, ainsi que pour camions, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'état de ce qui se passe. D'où le message hier, ici, c'est que le véhicule électrique eh bien, va conduire à notre mode de vie, mais il sera beaucoup plus réglementé. Donc voilà ce que je vous mentionnais pour ce qui est l'autonomie et, dans ce cas, la charge rapide. Le point suivant que je voudrais mentionner, c'est l'écocompatibilité des batteries et comment on peut remédier à cela. Et pour remédier à cela, eh bien, on va prendre directement différentes approches. Soit on va directement choisir des éléments bien classiques du tableau périodique, bien abondants. On va tout simplement essayer de développer des procédés beaucoup moins énergivores. L'utilisation de composantes organiques provenant de la biomasse pour faire des batteries, ou alors d'explorer de nouvelles chimies. Et comme c'est les batteries de demain, eh bien, je vous montrerai ce qui s'est fait, ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cas du réseau français au niveau des technologies. C'est-à-dire, en raison des ressources limitées en lithium, bien, nous avons décidé tout simplement de passer à des éléments différents et de voir si le sodium pouvait être directement apporté dans le cas des accumulateurs. Alors là aussi, il n'y a rien de bien génial à cela, puisque si vous lisez directement, ou si vous regardez le visionnaire Jules Verne, et si vous lisez directement son roman de 20 000 lieues sous les mers, vous allez trouver directement cette phrase qui disait tout simplement que les batteries au sodium, c'était directement le futur. D'où, on n'a pas été des génies, on a juste repris ce qu'il racontait. Et pour cela, eh bien, on a tout simplement développé des technologies basées sur des composés de type polyanionique, c'est-à-dire des structures ouvertes, comme indiqué ici, car, là aussi, c'est une structure stable et dans laquelle la diffusion du sodium est élevée. Et là aussi, chaque fois que vous développez une technologie, je vous présente ça en 3 minutes, mais il y a 10 ans de recherche derrière. Okay? Et ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu qu'on fasse des recherches au niveau des matériaux, dans lesquels il a fallu jouer sur la morphologie, sur l'ingénierie de surface, et ainsi de suite, pour avoir des comportements reproductibles. Il a fallu jouer sur l'électrolyte, qui dans ce cas est un électrolyte liquide, dans lequel vous voyez tous les composants, avec l'électrolyte principal, et tous ces composants sont des additifs, qui ont chacun un rôle bien particulier. Et grâce à cela, je dirais, après 12 ans de recherche, eh bien, on a pu développer une batterie sodium-ion et créer une compagnie Tiamat. Cette compagnie, elle est au nord de la France, et c'est elle qui a été la première au monde à commercialiser les batteries sodium-ion dans les outils de puissance. Et actuellement, pour honorer les commandes, eh bien, nous construisons une méga factory dans le nord de la France pour développer ces batteries sodium-ion. Pourquoi? Ces batteries sodium-ion, elles n'ont pas la même autonomie que les batteries lithium-ion. Définitivement, on est plus faible. Par contre, vous pouvez voir qu'en termes de tenue en capacité, actuellement, on a plus de 17 000 cycles, ce qui est quand même des records. Et ce qui est vraiment le point important et la valeur ajoutée de cette technologie, c'est la puissance. Et aujourd'hui, la technologie sodium-ion développée par Tiamat a une puissance supérieure à la meilleure batterie lithium-ion, qui est la batterie SCIP. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, Tiamat a décroché un marché américain du data center, indiqué ici avec la compagnie Endeavour, pour directement la production de sodium-ion
pour servir de couche tampon entre le data center et tout simplement les grilles. Et les prévisions de cette technologie bien, sont indiquées ici. La technologie sodium-ion sera ou prendra, je dirais, 8 à 10% du marché dans les années 2030. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur les technologies de demain. Non, c'est pas... Attendez, vous n'excitez pas, le meilleur reste. Enfin, du moins, ma passion. Ma passion, c'est directement la durabilité et la fiabilité des batteries. Et vous allez voir que là, on va plus loin. En effet, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, quand vous voyez les applications, il faut que vous réalisez qu'à le véhicule électrique, vous n'utilisez que 75% de l'énergie. Vous voulez vous donner une seconde vie aux batteries. Okay? Et enfin, vous voulez faciliter les intégrations au réseau, c'est-à-dire que votre véhicule électrique, vous allez utiliser 15% du temps, et est-ce que vous pouviez restituer l'énergie au réseau? Et pour cela, eh bien, il vous faut de la fiabilité. C'est-à-dire il faut savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur de cet accumulateur, qui est une boîte noire, une fois que vous l'avez directement scellé. D'où l'idée qu'on a eue, il y a de cela 7-8 ans, eh bien, c'est tout simplement inspiré du domaine de la médecine. Lorsque vous avez directement une tumeur ou ainsi de suite, vous allez dans un hôpital et le chirurgien directement va vous insérer des fibres optiques pour connaître ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Eh bien, l'idée a été, est-ce qu'on ne pourrait pas directement intégrer des fibres optiques au sein de l'accumulateur de façon à établir le passeport électronique de santé de cet accumulateur. D'où, c'est les recherches que nous avons faites. Et pour cela, eh bien, nous avons décidé d'utiliser les fibres optiques, qui sont bien sûr des fibres optiques classiques, qui sont utilisées dans les télécommunications pour transporter les informations, et sur lesquelles on va injecter des réseaux de braques, qui sont des capteurs, qui vont pouvoir détecter les variations de température, de pression, et ainsi que de contraintes. Et en faisant cela, eh bien, on peut, comme vous pouvez voir ici, eh bien, déterminer quelles vont être les grandes températures entre l'intérieur et l'extérieur de la batterie, en fonction du régime de charge et décharge. On peut utiliser le multiplexing, c'est-à-dire mettre plusieurs capteurs sur la même fibre et avoir directement le gradient de température selon l'axe des Y, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image en température de la batterie. Et tout cela, eh bien, on l'a développé extrêmement ces dernières années. Et au jour d'aujourd'hui, on est parti en 2018 sur un nouvel principe, un nouvel concept. On connaît maintenant pouvoir déterminer la température. On est capable de déterminer maintenant les chaleurs échangées par la thermodynamique. On peut regarder la turbidité. Et notre dernier coup de force a été l'intégration ou la possibilité de prendre des spectres infrarouges de la dynamique chimique de la batterie grâce à des fibres optiques infrarouges. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire à l'intérieur de la batterie. Alors bien sûr, si on fait ça, la question que vous posez, je reviens sur l'exemple de la médecine. J'ai une tumeur, on la détecte, il faut la soigner. D'où, eh bien, c'est pour ça que là aussi, on a toute une recherche visant à directement soigner ou réparer ces défaillances qu'on détecte. Et pour cela, une fois de plus, eh bien, on va s'inspirer du domaine, je dirais, de la nature, dans lequel, si on regarde ces membranes intercellulaires et regarder comment elles sont effectuées, eh bien, on va essayer, grâce à la chimie supramoléculaire, à fabriquer ou mimer de telles membranes de façon à pouvoir piéger ces espèces parasites, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le type de recherche qui se fait aujourd'hui. Alors pourquoi et à quoi cela est certainement élégant, mais en quoi cela peut être pratique? Eh bien voilà notre rêve. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement percer chaque batterie pour y mettre une fibre optique. Par contre, on va utiliser la fibre optique comme un serpent qui va serpenter dans les modules et on va pouvoir, dans ce cas, déterminer la température et les contraintes. Et effectivement, cela fonctionne très bien. Vous voyez des accumulateurs qui ont cyclé 2500 cycles. Et vous voyez ici les variations de température indiquées ici et les variations de contraintes, comme on peut voir ici. Et cela, eh bien, on le fait tout simplement lors de collaborations internationales, avec notamment Hong Kong et d'autres industries. Et le but, et notre rêve, eh bien, c'est que cette batterie ne soit plus une boîte noire et que dans 10 ans, on puisse directement avoir accès à ce système électrochimique et connaître réellement son état de santé. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on fait directement au niveau des batteries. Et juste 3 ou 4 minutes pour terminer sur une autre problématique qui est importante, que vous devez connaître, sur l'abondance des matériaux lorsqu'on parle du véhicule électrique.
Et en effet, je voudrais que vous rappeliez de ce schéma en haut que lorsque vous comparez un véhicule électrique à un véhicule thermique, eh bien, un véhicule électrique utilise 6 fois plus de matériaux qu'un véhicule thermique. D'où cela eh bien, va générer des problèmes au niveau de l'abondance des ressources. Et pour vous le montrer, je vais revenir directement sur ce fameux matériau que j'ai mentionné, nickel, manganèse, cobalt, et je vous montre ici finalement, dans ce cas, les tonnes de produites. Et vous avez ici en vert la production totale et en rouge les prédictions de production utilisées pour les batteries. Et vous voyez qu'en 2030, eh bien, tout le lithium qui est produit sera utilisé dans le cas des batteries. Vous regardez dans le cas du cobalt, c'est exactement la même chose. Il n'y a que le nickel qui est différent. D'où, par conséquent, eh bien, dans ce cas, il faut définitivement trouver un problème pour résoudre ça. On peut bien sûr faire de l'extraction ou alors faire du recyclage. Et le recyclage, eh bien, c'est ce qu'on regarde pour faire en sorte de pouvoir pallier à ces manques de ressources. Et vous avez ici le recyclage classique dans lequel on va utiliser ce qu'on appelle la mine urbaine, dans laquelle on récupère tous les accumulateurs. Mais dans ce cas, les deux méthodes classiques sont la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, qui sont deux méthodes qui ne sont pas tellement vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau du laboratoire, on est en train directement de rechercher, de repenser la façon dont les batteries sont construites. Et pourquoi rester sur la construction qui date depuis le plus de 100 ans, ou là, ces batteries cylindriques? Pourquoi ne pas imaginer de faire des batteries de type Lego qui, combinées avec notre méthode de diagnostic, pourraient nous permettre d'identifier des éléments et de transformer ou d'interchanger des éléments différemment. D'où voilà, si vous voulez, à peu près tout ce que réfléchit. Alors vous pouvez vous dire, cette recherche, elle est où? Elle se cadre où? Eh bien, elle tombe parfaitement dans les directives européennes. Si vous regardez les directives européennes, vous voyez que dans l'empreinte carbone, dont je vous ai mentionné, ou pas très peu, eh bien, elle devra être inscrite sur chaque accumulateur d'ici 2027. Au niveau des matériaux recyclés, en 2027, il faudra que le 10% ou 15% de nickel ou 15% de lithium que vous avez dans vos batteries soit recyclé. Et si on regarde directement les directives européennes, eh bien, effectivement, l'Europe veut directement développer un passeport électronique. Alors bien sûr, comme vous le savez tous, l'Europe, elle est performante pour faire des directives, mais elle ne va pas vous donner la technologie et généralement le temps imparti est beaucoup trop court pour ce que la recherche a besoin. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur les batteries, en espérant vous avoir convaincu que le domaine des batteries est un domaine en pleine activité et continuera à être un environnement dynamique, tant au niveau, je dirais, de la chimie et de l'ingénierie, où il y a toujours de nouvelles chimies qu'on est en train de développer, au niveau industriel, avec la création des gigafactories, et dans le domaine du développement durable, avec directement les techniques de diagnostic et les chimies de recyclage. Quel est le futur? Quelles seront les batteries de demain? Je pense que nos recherches vont s'accélérer grâce, tout d'abord, à l'intelligence artificielle et la science des données, qui vont nous permettre tout simplement, j'espère, de dessiner des matériaux beaucoup plus performants et plus rapidement, mais surtout des procédés de développement plus rapides. Et la batterie du futur, comme vous l'avez mentionné, elle ne sera pas comme aujourd'hui avec deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Vous aurez une troisième sortie qui sera la sortie analytique, de façon à connaître directement cet état de santé, quels sont les observables, quelles sont les variables et quelles sont les défaillances. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur les batteries, ce qui se fait aujourd'hui. Et bien sûr, je remercie tous mes collègues, tous mes étudiants qui ont fait le boulot. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant et avec des perspectives rapides d'amélioration très importantes de ce domaine. Et avec une meilleure souveraineté, je pense, de l'Europe, c'est ce qui est recherché.